C'est bon, c'est parti. Alors là, on arrive sur un troisième conférence de retour d'expérience et d'analyse un peu de pratique. Donc avec toi, Nathalie, et je vais, alors déjà, je vais te laisser te présenter pour que tu nous définisses un peu qui tu es et d'où tu viens. Voilà. Alors moi, contrairement à Robin hier, j'ai voilà, rien préparé. Ce sera plus une discussion comme ça a été avec c'était Amandine, je crois, Ouais, Amandine et et, Damien. Damien, voilà. Nathalie, moi je suis alors quand je me suis inscrite là sur le Discord de NetPanic où il fallait me donner finalement son niveau d'expérience en tant qu'éléphant, enfin éléphant plus de 10 ans, donc j'ai mis éléphant. Après, je pense qu'il manquait quelque chose parce que moi je suis au-delà de ça. Ça fait 11 ans que je fais le UX design. Par contre, ça fait 23 ans que je fais du web. J'ai commencé en 97. Donc là, je suis carrément mammouth, j'ai l'impression de dire. Donc, voilà, j'ai un gros retour d'expérience. C'est marrant parce que par rapport finalement à cette conférence à venir, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai un profil en fait de défricheuse. Je pense qu'on est beaucoup de cette époque à être des défricheurs, pas des pionniers, parce que pour moi, les pionniers, ça va être plus vraiment ceux qui ont créé, voilà, Tim Berners-Lee qui crée le web, les gens qui ont créé les navigateurs ou qui ont créé vraiment les premiers services type Yahoo. Yahoo qui renaît de ses cendres aujourd'hui, j'ai découvert ça. Ça, c'est assez surprenant. Mais nous, on est arrivé voilà, dans la foulée à finalement être sur le terrain, dans l'opérationnel et à défricher tout ce truc nouveau. Donc, dès 97, ça a commencé. Moi, j'ai fait une formation qui s'appelait DESS, ingénierie du multimédia. Donc, le DESS, c'est l'équivalent du Master 2 aujourd'hui. Ingénierie du multimédia, qui était une formation assez orientée sur le multimédia adapté à la pédagogie et l'enseignement. Quand ils ont créé le truc, ils faisaient essentiellement des supports numériques offline avec des CD-ROM. Si vous vous souvenez, les CD-ROM, c'est un truc très ancien. Et moi, là, Ouais. quand j'ai fait la formation en 96, c'était la première année où on avait des cours de HTML. Et je pense que la personne qui nous donnait les cours, à mon avis, avait découvert le HTML 6 mois avant. Ça, c'est clair. On était vraiment en co-découverte conjointe. De là, j'ai des amis qui ont lancé finalement une agence de communication à l'époque. Donc, c'était l'idée de faire de la communication un petit peu tout support, à la fois du print, du web, du CD-ROM, de la 3D aussi. C'est la modélisation 3D, avec l'idée, c'est d'essayer de convaincre finalement un monde qui ne connaît pas encore le web. Ça, 97, ça commence seulement à arriver très doucement dans les foyers. L'équipement n'est pas top, ça coûte assez cher d'acheter un ordinateur. Et les connexions Internet, pour les plus anciens, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui se souviennent, en 97-2000, on avait généralement des CD-ROM dans les magazines de la part de Club Internet, Wanadoo, Liberty, Ouais. encore World Online et tout. Et c'était Hmm. des abonnements, voilà, on payait à peu près entre 25 et 30 euros. Tim Adibou, il y a quelqu'un qui dit Tim Adibou, c'est bien. Moi, j'étais sur Infony, qui était comment, le fournisseur d'accès de chez Infogrames, qui est devenu Atari par AOL. Il y avait AOL aussi. Voilà. Ouais. Donc, on payait à peu près 25-30 euros pour 20 heures par mois. Essayez de vous Hmm. imaginer aujourd'hui d'avoir 20 heures d'Internet par mois. Alors, évidemment, à l'époque, il y avait beaucoup moins de services qui existaient. Il n'y avait pas non plus des choses qui nécessitaient qu'on reste en ligne pendant des heures. Donc, avec des vidéos en streaming sur Netflix ou voilà, des vidéos YouTube de conférences ou des mails en permanence, voilà, ou des fils, des discussions sans fin sur Twitter ou Facebook. Donc, on faisait 20 heures ou 30 heures, 50 heures, ça dépendait des opérateurs. Il y a eu un petit peu la montée jusqu'à ce que Free arrive et dire on va faire illimité. C'est grâce à eux quand même qu'on est arrivé à ça. Parce qu'ils ont cassé le marché, je ne sais plus quelle année. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans avant de partir en start-up à l'époque. C'est la grosse époque des start-up. Ça commence 98-99. Moi, je vais en 2000 dans une start-up à Paris. Il y a plein de startups alors qui se créent avec des business models, projets qui tiennent sur un timbre-poste quand même. Hein. Ça, il faut bien voir, c'est un peu ça. Je me souviens d'avoir été contactée à l'époque par une société anglaise qui s'appelait PetSpark, qui voulait faire un site communautaire autour des animaux de compagnie.
Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut bien raconter avec ça? Je sais pas, ils n'ont pas survécu, hein. Comme beaucoup de boîtes à l'époque d'ailleurs, il y a eu un gros boom avec toute une culture qui s'est mise en place à l'époque. Et beaucoup de gens qui se sont formés finalement à l'époque. Moi, j'ai été embauchée dans une société qui s'appelait Newsfam, qui était un portail féminin qui est arrivé après Au Féminin. Donc, auféminin.com existe toujours. Tous les concurrents sont morts. Eux, ils ont résisté, ils ont été rachetés, re-rachetés, etc. Et voilà. Donc, il y a plein de gens qui se sont formés finalement au numérique sur le tas grâce à toutes ces sociétés qui avaient déjà cet esprit start-up avec beaucoup d'initiatives, beaucoup d'innovations, finalement de confiance laissée envers les gens qui travaillaient au sein. C'est-à-dire que nous, on nous demandait les deux fondatrices nous demandaient de trouver des idées. Voilà, il n'y avait pas de directive claire, précise. Elles ne disaient pas il faut faire ci, il faut faire ça. C'était trouver des idées innovantes. Et comme beaucoup de startups à l'époque, eh ben, ça a fait plouf parce qu'il y avait des capitaux risqueurs qui mettaient de l'argent et qui n'arrêtaient pas de dire il faut dépenser, il faut dépenser. Moi, je suis arrivée dans la société un jeudi. Le lundi, j'étais déjà plus la dernière. Il y avait déjà 3 nouvelles personnes qui étaient arrivées. Au plus haut, on a été 45. Au plus bas, au moment où il n'y avait plus d'argent, on était 13. Et à 13, on arrivait à faire tourner la boîte au même titre que quand on était 45. C'est-à-dire qu'on aurait pu finalement survivre beaucoup plus longtemps sans faire des dépenses énormes, sans avoir besoin de recruter à fond comme ça. Les capitaux risqueurs disaient on vous donnera toujours de l'argent et pas de soucis, sauf qu'à un moment donné, ils ont dit non, on n'en donne plus parce que finalement, il n'y a pas de rentabilité derrière la plupart de ces sociétés. Donc, il y en a plein qui se sont cassés la gueule en même temps. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés sur le carreau en même temps. Et il n'y avait plus beaucoup d'offres en face. Donc, il y a eu une période un petit peu compliquée comme ça de recherche de taf. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée finalement dans le service public. Enfin, assimilé service public, dont on va un petit peu parler aujourd'hui. Qui est donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est une des branches de la sécurité sociale. Donc, généralement, tout le monde connaît l'assurance maladie. C'est eux qui vous font vos remboursements maladie. Souvent, on connaît la CAF parce qu'on a eu, c'est la branche famille, parce que voilà, si on est étudiant, on a des APL. Si on est indépendant, on connaît certainement l'URSSAF et notre entreprise avec ses joyeux services qui donnent des boutons. Et donc, la 4e branche, c'est la vieillesse, la retraite. Et moi, je me suis retrouvée là-dedans. Voilà. Et comme je disais toujours, je bosse pour l'assurance maladie. On me dit, ah, c'est toi, Amélie? Eh ben non, c'était pas moi, Amélie. Moi, j'étais sur les autres. Voilà. D'accord. Ok, donc tu as un parcours qui a commencé donc, il y a très très longtemps dans le web, Voilà. comme tu nous l'as dit, et donc tu as vu vraiment toute cette évolution, et je pense qu'en termes de conduite du changement, tu as eu des changements donc, technologiques, des changements de perception aussi on parlera un petit peu plus tard d'éthique, mais de vie privée par exemple, qui a évolué. Oui. Bah, alors, pas à l'époque. Toute la problématique de la vie privée est beaucoup plus récente. Je dirais que ça fait à peu près 10 ans. Enfin, alors, les experts diront que ça fait beaucoup plus longtemps que ça les intéresse, mais ils sont restés un petit peu dans leur coin. Et ça a commencé à vraiment arriver sur la place publique de manière plus globale il y a une dizaine d'années, avec toute l'expansion de ce qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Facebook, Amazon, on en reparlera après. Ouais. Non, là, c'était plus finalement les évolutions de technologie, de métier aussi. Moi, à l'époque, quand j'avais des entretiens en 2004-2005, on me disait, vous voyez-vous, dans 5 ans? Et je disais, en fait, il y a déjà 5 ans, si on m'avait dit où j'étais aujourd'hui, je ne serais pas su. Donc, c'était impossible de savoir, finalement. Je pense que c'est même toujours le cas. C'est-à-dire que dans 5 ans, à mon avis, il y aura des nouveaux métiers qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui. Donc, je crois que d'ailleurs, c'est des questions que les recruteurs ne posent plus. C'est passé un petit peu à la trappe. En tout cas, moi, je ne l'ai plus depuis très longtemps. Voilà. Ouais. Donc, j'ai vu ça, cette évolution, cette arrivée finalement de la technologie au sein des foyers, le passage à des forfaits Internet illimités. Donc, on pouvait rester toute la journée. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on avait 20 heures Internet, c'était branché sur la prise téléphone fixe. Donc, ça veut dire que tant qu'on était sur Internet, le téléphone était occupé. Voilà. Et petite anecdote, il y a 2-3 ans, là, j'étais
je ne sais plus, un apéro à Paris, et je parle de ça, et il y avait quelqu'un d'un peu plus jeune qui me dit « Ah, mais c'était normal, ça !» Je dis « Oui, pourquoi ?» Alors, lui venait d'un petit village, il dit « Mais quand j'étais jeune, effectivement, quand j'allais sur Internet, ça coupait le téléphone. » Il dit « Je pensais que c'était un problème qui venait de chez moi. » Je lui ai dit « Ben non, c'était comme ça, la technologie était comme ça, ça passait par le téléphone et ça coupait, effectivement, le téléphone. » Enfin, ça Ouais. coupait, ça faisait occuper, quoi. Ouais, ça faisait un bruit horrible, hein. Je me souviens, c'était... Ah, ça, c'était le bruit du modem, mais ça reste un truc très, très, très Ouais. mythique, je dirais, pour les anciens. Hmm. Ouais, les petits bruits de connexion, Voilà. c'était magnifique, Le ça. chi, bidon, bidon. Voilà, c'était très rigolo. Hmm. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et pour en finir un petit peu avec peut-être la progression de carrière que tu as eue au sein du web en général, ça pourrait être intéressant que tu décrives un petit peu aux étudiants qui sont principalement là, donc qui, eux, vont se définir UX designer d'ici quelques mois, une fois qu'ils auront fini ces études-là, un peu dans quel historique de métier ils arrivent, puisqu'ils risquent de rejoindre des groupes qui sont là depuis aussi longtemps que le net existe, ou enfin, bon, qui sont là depuis quelques années ou qui sont transformés. Et donc, dans ces entreprises-là, on a des gens qui sont là depuis pas mal de temps et qui ont vu aussi tout ça. Et en arrivant, nous, en tant que tout jeune, en se disant, mais le UX design, s'il n'y en a pas, vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Avant d'arriver avec des gros sabots comme ça, qu'on a envie de dire, mais qui sont pas vrais pour tous. Comment est-ce qu'on a été perçu au fur et à mesure? Je te fais passer pour l'historienne. Et non, non, mais j'allais C'est... y venir, effectivement, en parlant un petit peu de l'expérience après, mais ils vont avoir de la chance d'arriver dans des environnements où le design est connu. Alors, pas forcément compris, pas forcément bien implémenté, mais au moins connu. Parce que moi, je suis arrivée, en fait, c'était... je détaillerai après le truc, mais en gros, je suis arrivée en me disant, il y a un truc qui s'appelle l'UX design, et personne ne connaissait, bien sûr. Alors, l'UX design n'était pas connu, commençait, je dirais, à émerger un petit peu vers 2008 en France. Par contre, l'ergonomie web, elle est assez ancienne. Alors, j'ai retrouvé mon livre, je ne sais pas si on le voit bien. Je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. C'est Jacob C'est bon, c'est Nielsen. l'endroit. C'est Jacob Nielsen qui, en 2000, ce livre date de 2000, sort Conception des sites web lors de la simplicité. J'espère qu'ils ont vu Jacob Nielsen lors de leur cours. Oui, oui. Voilà. Donc, il sort ça, celui il est ergonome, mais il sort ce livre où, en fait, il explique vraiment comment bien concevoir des sites web, des pages d'accueil. Il y parle de problématiques d'accessibilité web, qui est quelque chose que moi, j'ai aussi amené. Il y parle de problématiques de performance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2000, les gens, ils n'ont pas des grosses connexions, ils n'ont pas des grosses machines, donc il faut que les sites web soient très légers. Et moi, j'ai retrouvé des documents qui dataient à peu près de cette époque où on disait il faut que votre page d'accueil fasse au maximum 120 kilooctets. Oh. J'aurais fait chauffer à suivre, 120 kilooctets. Oh. Voilà. Quand on Parce voit que la taille des sinon, ça images met en un ce temps moment. fou. Sinon, ça met un temps fou à s'afficher. Et, d'ailleurs, un des plus gros flops de 2000, c'était un site qui s'appelait boo.com, B-O-O.com, qui arrivait à grand renfort de buzz. C'était réalisé par une ancienne mannequin et je ne sais plus qui d'autre. Je crois qu'il y avait LVMH derrière ou le groupe Pinot. Ça avait coûté un fric fou et l'idée, c'était de faire un site de vente de produits un peu hype, avec les produits qu'on pouvait faire tourner en 3D sur le site, sauf que personne n'avait la connexion et les machines pour faire ça. Le truc a fait plouf. Voilà. Wow. C'est fou. Donc l'ergonomie est déjà là. Et finalement, donc pour moi, assez tôt, j'ai mis ça en place, une notion d'ergonomie, de comment bien concevoir finalement des sites web, des pages, etc. Mon métier à l'époque, quand j'étais à la fois à Newsfam, donc la start-up, et après quand j'ai été embauchée à Toulouse pour la CNAV en 2005, mon titre c'était webmaster. C'est un titre qui a complètement disparu. Je crois qu'il n'y a plus du tout de job de webmaster. Mais en gros, on était un petit peu la personne en charge du site web. Alors, dans des entités où il n'y a personne, on fait tout.
C'est-à-dire qu'on va créer le site, le maintenir, mettre en place, l'animer, rédiger. Dans des entités où il y a plus de monde, comme à Newsome, il y avait des développeurs, des graphistes, mais on est un petit peu l'animateur du site. Voilà. Et moi, en plus, j'étais la personne en charge des relations entre les différentes équipes, parce qu'il y avait une équipe technique, une équipe marketing et une équipe rédactionnelle. On avait des journalistes en interne. Et je faisais le lien entre tous ces gens-là, parce que le dialogue entre les techniques et les autres, souvent, c'est très compliqué. Et réciproquement. C'est-à-dire que les équipes métiers ont souvent des demandes que les développeurs ont du mal à comprendre. Donc, l'idée, c'était vraiment d'être traducteur. Voilà. Ça, c'est un truc que vous pourrez souvent avoir finalement dans votre métier en tant que UX designer la suite. C'est d'être traducteur des besoins des uns et des autres, pas que des utilisateurs, mais aussi du business à destination finalement des différentes entités. Donc, il faut, sans être développeur, avoir un minimum de bagage technique et comprendre finalement le HTML, le CSS, JavaScript, des trucs comme React ou Vue. C'est intéressant de connaître un minimum comment ça fonctionne, sans savoir en faire, hein, vous n'êtes pas obligé, mais un minimum, c'est indispensable. Ouais, ça doit faire partie un peu de vos listes de vidéos introductives à regarder au lieu d'aller regarder des vidéos où on perd un peu notre temps. Au final, n'hésitez pas à une heure, même une heure pour savoir qu'est-ce que c'est React, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Nous, en tant que UX, on a besoin juste de savoir quelle est l'utilité. Et puis derrière, on parlera avec les personnes. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Nathalie, parce qu'on a un peu toute cette semaine réfléchi au fait que, en fait, on veut amener du changement, on veut amener un peu d'innovation et amener à ce que le projet puisse réussir. À côté de ça, on a une personne qui va nous aider énormément, qui est la personne qui gère le projet, donc le PO, le chef de projet. Et en plus de ça, il faut qu'on fasse prendre conscience à toutes les parties prenantes du projet qu'en fait, on a des outils et on a des méthodes qui vont les aider et les épauler. Et donc, au début de la semaine, en reparlant avec certains d'entre vous, certains étudiants, on était des fois sur des réflexions qui étaient possiblement un peu hors sol, parce que pour vous, en fait, vous étiez beaucoup dans l'opérationnel depuis un an et pas forcément à côtoyer ces opportunités, on va dire, d'accompagnement du changement. Mais je retrouve vraiment dans ce que tu viens de dire quelque chose de très vrai, c'est que vous allez l'être, en fait, très rapidement. Peut-être que vous l'avez déjà été, mais vous le serez forcément. Parce qu'on va s'intéresser à votre pratique, on va s'intéresser à votre métier. Et en fait, on a quelque chose en notre possession qui sont vraiment les compétences qu'on emploie qui draine en fait ce changement. Donc gardez-le. Enfin, j'espère que maintenant vous avez toutes les méthodologies, en plus on les a mis un peu en place. Donc c'est intéressant d'avoir ton regard vis-à-vis de ça. En fait, le changement, après, il est multiple. Je vais peut-être plus apporter ça en conclusion, mais bon, je vais le dire maintenant. Il y a l'UX design, il n'y a pas que ça. Il y a plein, finalement, de nouvelles choses qui arrivent dans les entités, les entreprises, l'administration. L'UX design, c'est une chose. Il y a les méthodes agiles qui ont déjà quelques années, mais qui ont toujours du mal à se faire comprendre. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des collègues, pour eux, les méthodes agiles, c'est mettre des post-it au mur. C'est pas vraiment ça. Il y a tout ce qui concerne le RGPD, avec la mise en place de nouvelles pratiques pour être conforme finalement au règlement. Les DPO dans les entités ont des obligations d'intervenir en amont des projets, exactement comme le UX designer, ce n'est pas encore le cas. J'ai une amie qui est DPO dans une entité publique, elle s'arrache la tête, parce que généralement on la prévient 15 jours avant, on dit en fait tu peux voir si c'est conforme. Mais c'est pas comme ça qu'on travaille. La cybersécurité aussi, c'est quelque chose qui nécessite pas mal de changements parce qu'on sait que les risques sont de plus en plus fréquents. Les ransomware explosent dans les entreprises, donc ça veut dire une meilleure prise en compte finalement des systèmes de sécurité, avec un meilleur accompagnement. Et moi, c'est un domaine sur lequel j'essaie de m'intéresser. Il n'y a encore pas grand-chose, c'est l'UX et la cybersécurité. Parce que souvent, on a des entités de sécurité informatique qui mettent des trucs en place et en mode « allez, c'est comme ça ». Et en fait, les gens font avec, ils ne comprennent pas pourquoi, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et puis en fait, ils font à côté. Typiquement, à la CNAF, c'était un moment c'est des systèmes Windows, comme dans toutes les grosses boîtes. Il y a eu cette idée de on va mettre des mots de passe pour les postes qu'il faudra changer tous les 4 mois. Alors, ils avaient fait des petits dépliants en expliquant désormais votre mot de passe qu'il ait tant de caractères,
sur les 4 critères, il faudrait qu'il y en ait au moins 3, hein, des chiffres, des lettres, des majuscules, des caractères spéciaux. Il faudra changer tous les 4 mois. Vous ne pourrez pas mettre en place un mot de passe qui soit un des 4 derniers. Ça peut être jusqu'aux 20 derniers. Je crois qu'il y a des entités où c'est ne faut pas utiliser les 20 derniers. Ça, c'est un truc parce que les gens les notent sur les post-it. Mais c'est sûr, moi j'ai vu ces mots de passe qui étaient collés sur les écrans. Mais derrière ça, en fait, ce que font les gens, c'est le matin, ils arrivent, ils verrouillent leur poste et puis ils le laissent ouvert toute la journée. C'est-à-dire que quand ils vont manger à la cantine à midi, les postes sont ouverts. Il y a à aucun moment, on leur dit les bonnes pratiques, c'est vous allez aux toilettes, vous allez en réunion, vous allez au café, vous allez à la clope, vous allez à la cantine, vous fermez votre poste. C'est quand même la base. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre des trucs super compliqués si tout le monde laisse aux 4 vents, finalement, les ordinateurs. Donc, il y a ça aussi comme accompagnement. Pour faire un mini parallèle avec ce que tu es en train de dire, hier, on avait un workshop sur le design éthique et on s'est focalisé un petit peu sur 2 grands aspects de la transition, de l'accompagnement, la transition douce et le nudge. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un côté plus ou moins autoritaire à avoir via ces différentes techniques et le nudge peut être des fois très autoritaire et pas du tout justifié. Et donc, c'est intéressant parce que là, quand tu parles de cybersécurité, globalement, on est sur un domaine où nous, en tant que UX designer, il peut ne pas y avoir d'interface, ça peut être juste des pratiques, comme tu viens de le dire, mais en fait, derrière, il y a tout un design de service qui est dans nos cordes et qu'on peut très facilement améliorer, et ça a beaucoup d'impact. Oui, ça, le côté, celui qui laisse son PC ouvert, il paye le petit-déj, ça, il y a beaucoup de sociétés qui le font. Oui, il y a beaucoup de boîtes, par exemple, qui mettent en place l'authentification de facteurs. Et c'est vrai que c'est un peu, du jour au lendemain, on met ça en place et les gens font avec. Donc, j'ai envie de dire, il y a peut-être de fortes chances que demain, vous arriviez si vous arrivez dans des grosses entités, parce que là, on va parler des grands publics, mais je pense que les grosses sociétés, les boîtes du CAC 40, les énormes structures, sont un peu dans le même état d'esprit. Vous ne serez peut-être pas tout seul, finalement, à être dans le changement et à apporter du changement. Alors après, en face, c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça peut être beaucoup. D'un coup, il y a plein de choses qui changent et on en parlait hier, c'est les pertes de prérogatives, les précarés qui se réduisent, la perte de pouvoir aussi. C'est des gens, tout d'un coup, on remet en cause, d'une certaine manière, leur raison d'être au sein de la boîte. C'est ce qui moi, c'est ce que j'ai aussi vécu un petit peu après, avec notamment des chefs de projet, quand j'ai commencé à faire vraiment de l'UX design. Donc, je suis arrivée en 2005 dans une caisse régionale de la CNAV. À l'époque, il y avait le paysage web de la CNAV, c'est un petit peu foutoir. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de créer des sites web complètement différents en fonction de leur public et de leur mission. Donc, il y a 7 sites web qui existent, qui sont développés par les entités régionales. Donc, il y a chacune qui s'est dévouée, je pense, qui a proposé à dire moi, je le fais. Avec un outil qui a été fourni par Oracle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Oracle, c'est le leader mondial de la base de données qui régulièrement essaye de diversifier finalement ses activités, soit en rachetant d'autres boîtes existantes, soit en créant des outils from scratch. Et là, ils avaient créé un truc qui s'appelait Oracle Portal. Et ils l'ont offert, entre guillemets, à des bons clients, dont la CNAV, pour le tester. Alors, c'était un cadeau empoisonné. Je sais qu'il y a des développeurs qui ont laissé leur nerf dessus. Mais voilà, c'était on va faire avec ça. Donc, les sites ont été faits comme ça. Moi, j'arrive à Toulouse en tant que webmaster du site développé à Toulouse. Le site est déjà quasiment fini quand j'arrive. Il y a juste les contenus à saisir. Et en fait, il n'y a aucune compétence web en interne au sein de la CNAV. Il n'y a personne qui sait faire. Tout le monde travaille depuis longtemps au sein de la CNAV. Donc, il y a des gens qui sont informaticiens, qui viennent du monde de Java. Il y a des gens qui viennent de la communication, de la documentation, de la gestion de projet. Le web, ils connaissent en tant qu'utilisateur, mais pas du tout d'expertise. Moi, j'arrive un petit peu en mode, c'est bon, je vais finalement apporter cette connaissance.
tous les 2 mois, on avait une réunion avec les 7 webmasters nationaux, on s'appelait, avec les gens qui chapeautaient le projet Paris. Et c'est vrai que moi, j'apportais finalement cette connaissance. Et j'ai notamment très vite apporté tout ce qui concernait l'accessibilité. Quand j'arrive en juin 2005, je fais pas mal de veille et je tombe sur des articles qui parlent du RG2A, de l'accessibilité web. La loi a été votée en février 2005. Donc, il y a déjà le RG2A qui existe. Je sais plus ça. Et en septembre, j'arrive à une réunion des webmasters nationaux en leur disant il y a ce truc qui est sorti et qui concerne, qui impacte finalement les services publics et assimilés. Donc, ça nous impacte nous. Et évidemment, en face, j'ai des gens complètement interloqués qui disent ça sort d'où. Et après, il y a un rejet. Alors, pourquoi il y a un rejet? Parce que le RG2A, il y a 3 documents en fait dans le RG2A. Il y a un petit document qui explique les grandes lignes du pourquoi du comment. Après, il y a un document qui définit les critères d'acceptance pour mettre en place cette accessibilité. Et après, il y a un document de plus de 200 pages qui sont les tests unitaires. Et ce que la plupart des webmasters en face voient, c'est ce document de 200 pages. Et eux, dans leur tête, c'est à chaque page qu'on va faire, il va falloir passer au crible les 200 pages de critères. Pas de tests. Et je leur explique que non, c'est pas du tout comme ça que. En fait, les tests, ils sont là pour aider quand à un moment donné. L'idée, c'est on fait du HTML, on fait du web, il y a des pratiques qu'on va intégrer ou qu'on va savoir faire. Mais si à un moment donné, on a un doute, on s'appuie sur ces tests. Il ne faut pas passer l'ensemble des tests sur chaque page dès qu'on fait une modification. Mais ça a pris du temps. Ça a été ma première conduite du changement, je dirais, au sein de la CNAV, c'est de les convaincre que ce n'était pas si compliqué que ça, même si ça paraît ardu, effectivement, au départ. Sauf que comme les sites avaient été faits depuis peu de temps, qu'on est sur des systèmes Oracle Portal qui est absolument imbitable, et dès qu'il faut retoucher quelque chose, c'est la croix et la bannière. Donc, l'idée, c'est de se dire, quand on fera les nouvelles versions des sites, on intégrera ça. On va intégrer ça. Ça ne se fait pas du tout. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en 2008, il y a un nouveau directeur qui arrive à la CNAV. Il s'appelle Pierre Mayer. Il a 41 ans, et pour lui, le numérique, il a grandi un petit peu. Enfin, il a grandi. Disons qu'il connaît ça beaucoup mieux que le directeur sortant. Il arrive et il fait le comparatif finalement avec ce que fait l'assurance maladie, qui a le site Amélie, qui a sa marque, l'assurance maladie. Là où la CNAV n'a pas du tout de marque, ça part un peu dans tous les sens. On a 7 sites web, il n'y a pas du tout d'unité graphique, il n'y a pas de ligne éditoriale. Les développements sont faits sans mutualisation, c'est-à-dire que chaque équipe a vraiment développé dans son coin, sans échanger de bonnes pratiques. Et donc, il dit, là, on ne peut plus continuer comme ça, on a besoin d'asseoir une marque, de nous faire connaître au même titre que notre grande sœur, l'assurance maladie. Donc, il va créer l'assurance retraite, et il va dire, on va prendre tous les sites web nationaux qui existent, et on va les fusionner en un seul portail. Donc, il demande à l'équipe Internet existante sur Paris de créer finalement une équipe, de mettre sur pied une équipe. Et comme moi, avec toutes les réunions de webmaster, j'avais fait vraiment part de mes compétences, de mes connaissances sur les bonnes pratiques, sur l'accessibilité. La responsable du pôle, elle me dit, on crée ce projet, ça c'était fin 2009, elle me dit, on crée ce projet et en fait, je t'embarque dans l'aventure parce que tu as ces connaissances-là. Et en fait, c'est là où je vais arriver avec l'UX design. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, je vois passer des articles sur l'UX design, le fait de faire des prototypes qui représentent vraiment bien le produit final, de faire des tests utilisateurs, des entretiens. Et on fait une première réunion de lancement pour se présenter tous. Et lors de la première réunion, je dirais un petit peu plus opérationnelle, j'arrive avec une maquette déjà faite. Enfin, j'arrive avec un prototype déjà fait, que j'ai fait sur Axure. Donc, qui à l'époque est le seul outil qui existe, qui est un outil qui est beaucoup décrié aujourd'hui, mais j'arrive à faire des choses que Sketch, Figma ou Adobe XD ne font pas, qui est cette capacité de faire vraiment des prototypes interactifs avec des conditions.
C'est-à-dire on peut vraiment simuler, par exemple, des inscriptions avec des conditions, disons si la personne ne remplit pas un mail qui ressemble à un mail, ça va lui donner des messages d'erreur, ce genre de choses. Donc j'arrive avec ce prototype tout fait, parce qu'en fait, au départ, le projet a été chapeauté par le service communication, qui avait fait appel à une agence web, qui avait déjà fait des maquettes. Alors, quelques maquettes, elles avaient fait une page d'accueil, 3 pages intérieures, une page article. Et moi, à partir de là, j'ai vraiment décliné au maximum ce que je pouvais, parce qu'on avait quand même toute l'arborescence du futur site. Donc, je suis arrivée avec ça, en disant, on peut travailler différemment. Parce que comment on travaillait à l'époque, il faut voir aussi, on était sur les cycles en V, les fameux cycles en V, ou les cycles waterfall, comme les anglo-saxons. C'est très représentatif, parce qu'on a vraiment cette notion de gravité. On descend les paliers, on ne peut jamais remonter. Voilà. Il y a un besoin quelque part, donc il y a un département, une entité de direction qui fait une expression de besoin, cette expression de besoin va donner lieu à une étude d'opportunité. On va voir si ça vaut le coup de la faire ou pas. Moi, je n'ai jamais vu d'expression de besoin qui m'ont dit c'est non. Surtout quand ça vient de la direction, ce n'est pas la peine de dire non. Oui, ça reviendra sous un autre nom. Voilà, non, c'est pas non. Au pire, on peut dire peut-être qu'on pourrait faire un truc un peu différemment, mais voilà, on ne dit pas non. Et après, il y a le cahier des charges. Alors, le cahier des charges, c'est quand il est très succinct, il fait 15 pages. Quand il est très complet, en fonction finalement de la dimension aussi du produit numérique à la sortie, il peut faire 400 pages. Et alors, il faut imaginer quand même 50 ou 80 pages de fonctionnalités décrites textuellement. Essayez de vous imaginer ça. Vous prenez l'interface d'un site web et vous essayez de vous imaginer le décrire textuellement, en disant, alors là, il y aura un logo en haut à gauche, et puis en haut à droite, il y aura une icône pour se connecter, enfin, que ça. Et ça, généralement, c'est donné aux développeurs qui développent, et on voit, ça donne à la sortie quelque chose qui n'est pas forcément en adéquation avec les attentes. Donc, l'idée d'avoir quelque chose de visuel, moi, j'ai commencé comme beaucoup, c'est-à-dire que l'UX, la partie visuelle, c'est la partie UI. Donc, je suis arrivée avec ça, et en fait, tout le monde l'a adopté parce que ça donnait vraiment un aspect concret au futur projet. Ça donnait tous les éléments d'interaction. Et puis, l'avantage d'Axure aussi, c'est qu'ils avaient compris aussi à l'époque, c'était de ne pas faire une rupture trop forte. C'est que le logiciel permet d'éditer un document Word de sortie avec les fonctionnalités, les tableaux, etc., pour les entreprises qui ont envie encore de travailler un petit peu à l'ancienne et qui aiment bien avoir finalement ces supports papier. Donc, première adoption, finalement une conduite du changement qui commence plutôt bien. Mais c'est vrai que le fait d'arriver avec déjà ce livrable, c'était un vrai plus, parce que si j'étais arrivée en me disant on pourrait travailler différemment et juste en expliquant comme ça, à mon avis, ça serait peut-être pas possible. Ouais. Et donc là, on arrive à... est-ce que je peux me projeter juillet 2011? Ouais. Bah là, on était début 2010. Ouais. Et en fait, le site sort en février 2011. Alors, on a à peu près 1 an pour le faire. On sort quasiment dans les temps. Et on a cette première version du site. Alors, est-ce que je peux me permettre d'aller sur Wayback Machine? Oui, voilà, c'est celui-là. Et de vous montrer. Voilà. Alors ça, en plus, c'est une page d'accueil qui n'était pas prévue. C'est-à-dire qu'au départ, on avait dit, on va faire c'était de se dire, on va partir sur une des pages d'accueil intérieures qui était la page salariée parce que c'était le gros du public. Et puis, à un moment donné, le directeur Pierre Mayer a dit, non, moi, je veux une vraie page d'accueil parce qu'il voulait aussi, de manière un peu politique. Ça, c'est un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que quand on est dans les projets finalement grand public, alors il n'y a pas de... On est dans des environnements non marchands, non concurrentiels. Par contre, il y a une grosse dimension politique qui va rentrer en jeu. Donc, c'est soit des directives qui arrivent des ministères. Alors là, à droite, on a la réforme des retraites. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Ça vient des ministères. Mais le fait d'avoir un site comme ça où on met là en bas à gauche, on a le rapport d'activité. Ça, c'était le directeur qui voulait impérativement qu'on mette ça en page d'accueil pour montrer les activités de la CNAF.
Alors, c'est un truc, il y a 50 personnes qui vont le voir, mais il veut impérativement que ça soit là. Voilà. Ouais. Avoir la réforme en gros au milieu, Oui, avec un call to action voilà. important là-dessus. Donc là, on est sur un site. Là, c'est vraiment la première version. Il y a eu 4 versions. Enfin, moi, j'ai travaillé sur 4 versions en tout. Mhm. On est sur un site qui est en 2011, qui est essentiellement éditorial, avec des services quand même dedans. Il y a une douzaine de services qui existaient déjà avant sur les versions précédentes, qui sont toujours là. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de services, je crois. Donc, cette version, on va la garder 1 an et demi avant de changer. Ok, donc vraiment pas très longtemps. Voilà. Et donc là, le chantier qui a été celui d'apporter une nouvelle version, donc 1 an et demi, ça va être fin 2013. Ouais, je pense. Ouais. Fin C'était quoi comme 2013, il est en. chantier? Alors, en fait, il y a une nouvelle entité qui se crée, qui est. Bon, après, il y a un mauvais renvoi dans ça. En fait, il y a une direction qui s'appelle Mission Qualité de Service, qui est en fait une direction marketing qui se crée et ils embauchent quelqu'un qui vient du marketing et qui, lui, ne dépend pas de la communication, mais dépend du métier retraite et qui il fait des focus group et le retour, c'est que les gens ils disent en fait, le site, il est trop verbeux. La page d'accueil est trop verbeuse, il y a beaucoup trop de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelque chose qu'on a vu avec le temps, c'est que les gens, en fait, ils vont sur le site, ils se connectent sur leur espace personnel pour aller voir leur situation personnelle. Il y a un point important à savoir, c'est que l'essentiel du public de ce site, c'est les gens qui ont plus de 55 ans, voire plus de 60. Donc, on est sur un public qui, numériquement, n'est pas très à l'aise. Voilà. Donc, il y a cette idée de dire on va plus partir sur des besoins que sur vraiment de la communication pure. D'où cette idée de, voilà, on a des besoins qui sont mis en avant. Là, tu es reparti sur... Ouais. Ça, c'est la version 1. Ça. Ouais, je sais. Je Voilà. suis parti sur retraité pour voir Voilà. l'interface. Mais ouais, je pense que les liens sont peut-être pas. Ah, c'est parce qu'on a fait des redirections à un moment donné. Ouais. Quand on est passé à la version 3. Donc, Ouais, on mais du fait coup, cette version vas-y. avec des besoins qui sont mis en avant. Je souhaite poser une question, je veux consulter mon relevé de carrière, je veux mettre à jour. On est sur des besoins et plus sur finalement une ligne éditoriale pilotée par la communication. Donc là, il y a déjà un changement qui s'opère, c'est que la communication qui, en 2009, est porteuse du projet, commence à s'effacer au profit plus de la notion de service. Donc, c'est pour le service communication, c'est un petit peu la bataille aussi, parce que évidemment, ils perdent des prérogatives, ils ont moins de choses à faire, donc ils essayent quand même de garder un petit peu un pied dans la porte. Mais voilà, à cette époque-là, c'est vraiment la mission qualité de service qui va être en charge de tout ça. Et donc là, toi, tu avais réussi à imposer l'importance de l'accessibilité qui était déjà. Oui, on avait réussi à le mettre en place déjà dans la version d'avant. Ça avait été une des batailles avec la communication qui, notamment, voulait que les liens au cœur des articles soient soulignés qu'au survol. Je dis, bah oui, on ne les voit pas, il faut les souligner tout le temps. Comme on voit là sur le cartouche, c'est marqué, enfin non, c'est des définitions, mais je disais, il faut qu'il soit souligné tout le temps. Et c'est vrai que son credo de la responsable communication Internet, c'est de dire, oui, mais c'est moche. Je disais, mais on n'est pas là pour faire du beau. Si tu veux faire de l'art, tu vas bosser au Louvre. Voilà, je lui avais dit ça une fois. Si tu veux faire de l'art, tu vas bosser au Louvre. Là, il faut faire quelque chose de fonctionnel. Et on se bastonnait en plus parce qu'elle, elle avait compris finalement l'importance de l'accessibilité. Elle voulait le mettre en place, mais elle l'interprétait à sa façon. C'est-à-dire que la règle, normalement, au cœur des articles, quand on a des liens, c'est soit ils sont soulignés, soit ils ont 2 critères de différenciation par rapport au texte classique, c'est-à-dire que normalement, on les met en gras et en couleur. On ne les met pas juste en gras ou en couleur, on fait les deux. Et moi, je garde toujours la notion de lien.
C'est-à-dire que je mets toujours des liens par défaut. Et quand on dit c'est moche, je dis, oui, mais au moins ça se voit. Voilà. Et puis, normalement, les gens savent reconnaître des liens parce que c'est souligné. Voilà. Clairement. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc là, tu avais gagné sur cette deuxième version de la bataille de penser aux Voilà. besoins en premier. L'accessibilité a pu continuer. Donc c'est très Mais intéressant. On voit là, là-dedans. ça Je c'est suis ça c'est fait. assuré. Ouais. Je, ouais, je souhaite poser les questions. Enfin, je souhaite poser une question, ainsi de suite. Voilà. Ça, Euh, c'était plus la partie marketing qui avait mis en place ces différents profils. mhm. Et c'était eux, par contre, qui avaient imposé cette mise en page carrée. Parce que D'accord. moi, à un moment donné, on nous avait dit on va refaire une version du site. Et à l'époque, j'étais à Toulouse. J'étais avec ma copine qui bossait avec moi, qui était graphiste, qui faisait aussi toute l'intégration HTML. Je dis, Mhm. tiens, on a qu'à commencer à faire on a fait des propositions. Donc, on a commencé à faire des propositions graphiques en mettant plus en avant justement cette partie service et tout. Et la com, ça leur plaisait pas du tout parce que justement, on cachait la partie actualité, communiqué de presse. Et donc, le responsable de marketing a dit on va mettre tout le monde d'accord. Il a fait appel à une agence qui est sortie de je ne sais où. Et l'agence a proposé ça. Et le marketing et la communication ont dit banco. Et moi, j'ai dit les carrés, là, ça va nous bloquer très, très vite. Notamment en termes de contenu, parce que ça reste des carrés, donc on sera très très limité en termes de contenu. On m'a dit, ouais, non, ça passera. Et ben non, il y en a eu plein de fois où il y avait des problèmes, c'est-à-dire que le texte, bah, il fallait que ça rentre là-dedans. Mhm. Et Voilà. est-ce que ce site-là, il y a eu des phases de test utilisateurs, des remontées? Est-ce que Non, c'est... non, alors ça a été mon cheval de bataille d'après, c'est de dire maintenant on a fait la partie UI, il serait bien qu'on fasse le reste, c'est-à-dire des tests utilisateurs en Hmm. amont de la recherche. Et là, à chaque fois, j'avais la réponse, c'est on n'a pas le temps, on n'a pas le budget. D'accord. Et est-ce que de là, alors on sauterait pas, dans notre discussion qu'on avait eue, tu me disais à partir de 2015, on commençait à avoir l'arrivée des CGI, donc des ESN, avec Ouais, du Capgemini, du Atos. Est-ce que c'est à ce moment-là où il y a eu une prise en main un peu on plus a forte de commencé, ce... c'est là où on a commencé. Alors, il y a deux choses qui se passent, c'est que là, on est la version 1 et la version 2, on est sur un outil qui est plus Oracle Portal, qui est un autre truc aussi invitable, qui s'appelle FatWire, qui a été choisi par la DSI en Mhm. 2009. C'est un truc, c'est une catastrophe à maintenir. C'est une horreur. En fait, on a plusieurs étapes de serveur. On a des serveurs de développement, de qualification technique, de qualification fonctionnelle, de tests de charge, de pré-production, de production. À chaque fois qu'il faut migrer les éléments d'un serveur à l'autre, c'est l'enfer. Il y a des Mhm. trucs qui partent pas, le truc marche très très mal. On ne sait même pas d'où venait finalement. C'est un truc qui vient des Mormons. Je sais pas si Ok. c'est en plus à l'époque, ils nous l'avaient vendu, ils disaient la ville de Lyon l'utilise, le Real Madrid l'utilise. Aujourd'hui, vous allez sur la ville de Lyon, le Real Madrid, c'est plus du tout ce truc qu'ils utilisent. Hein. Ça fait Ouais. partie des gros systèmes, comme il y avait WebSphere, Vignette. C'était des gros trucs qui rassuraient les DSI parce que c'était des trucs bien costauds, Mhm. éprouvés. Sauf que c'est un cauchemar à contribution. Mhm. C'est pour vous donner un petit truc, c'est quand fin 2013, en fait, il n'y avait que moi qui savais contribuer là-dessus. Fin 2013, mi-2013, je leur dis, au mois de décembre, je pars un mois aux antipodes, je pars en Nouvelle-Zélande pendant un mois. Donc, il n'y a plus personne faire la contribution et ça a été la panique. Et évidemment, ça s'est mal passé. Donc, Ouais. et du fait de la lourdeur de la maintenance, à un moment donné, la DSI a dit, on va changer d'outil. Ok. Donc ça, c'est... Voilà, en 2014, ils décident de changer d'outil. Et à l'époque, je dis à ma directrice adjointe, je dis, il faut qu'on fasse partie du groupe de décision du futur outil. Alors, elle est très réticente parce qu'elle me dit, oui, mais c'est un outil informatique. Alors, sinon, on demande à rentrer dans leur prérogatives, dans leur précaré. Eux, après, ils vont vouloir prendre des décisions à notre place, des décisions qui concernent la direction de la maîtrise d'ouvrage. J'ai Mhm. réussi à la convaincre en disant, oui, mais c'est un outil, effectivement, il y a du développement derrière, mais au final, c'est un outil qui va vivre et qui va vivre essentiellement avec les contributeurs. Il faut que les contributeurs ils puissent débrouiller tout seuls. Et l'exemple de mon départ en Nouvelle-Zélande était
tout à fait probant de dire que voilà, si on reprend un outil comme ça, absolument imbitable, on ne va pas s'en sortir. Et j'ai eu gain de cause. Encore une conduite de changement que j'ai gagnée, c'est-à-dire que j'ai réussi finalement à faire partie du panel de décision. Donc on s'est fait accompagner par la société Smile. L'idée, c'était de prendre un logiciel open source qui soit en Java. Donc la société Smile nous a aidé à choisir ça et on a eu des présentations de la part de 4 solutions. Et je me souviens très bien, le jour où les 4 sociétés sont venues présenter, le consultant Smile a dit « Je présente Nathalie Rosenberg » et il a dit « C'est elle qu'il va falloir convaincre. » Voilà. Alors, il n'y avait pas que moi, il y avait aussi les gens de la communication et du marketing. Ils nous ont présenté des outils. On en a choisi un qui s'appelle Jaya, qui a fait vraiment l'unanimité parce que en termes d'utilisabilité pour la contribution, c'était vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui est vraiment WYSIWYG, c'est-à-dire qu'on voit l'interface en back-office, on voit l'interface du site telle qu'elle est, on a des petits boutons d'édition pour changer les articles ou en créer des nouveaux. Ça a été beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, c'est que voilà, la communication et le marketing sont devenus complètement autonomes pour gérer leur contenu. J'avais plus besoin d'être là. D'accord. Ok. Et donc c'était là, aussi beaucoup plus facile à maintenir, à gérer. Enfin, les services infra, ils étaient aussi très très contents de ne plus avoir cette espèce de grosse machine imbitable qui prenait, qui bouffait leur serveur, qui marchait très très mal. Et donc là, ça a été un changement encore une fois de technique. C'est un changement technique qui en plus entraîne finalement du coup une nouvelle version sur lequel là on va avoir un petit peu de tests utilisateurs alors qui vont être faits par une société extérieure, je ne sais plus le nom. Voilà, par rapport à l'existant et par rapport aux attentes des utilisateurs. Donc là, c'est une étape supplémentaire finalement dans ce long cheminement de défrichement. D'accord. Mais voilà, on avance. Alors, je crois que j'ai réussi à remettre la main dessus. Maintenant, l'URL avait changé. On était sur... Voilà, c'est ça. Alors, on est sur une interface beaucoup plus simple. Voilà. Toujours cette spécification des oui, profils, des différents métiers. Il y a voilà, l'espace personnel qui est en haut, qui est un petit peu plus présent. C'est-à-dire qu'on est moins étouffé par ces petits carrés. Et on en arrive toujours dans l'espace salarié de l'autre côté à voilà. Parler de besoins encore. Alors, oui, c'est-à-dire qu'on a à gauche, il y a ce pavé là qui est vos besoins, nos services. C'est-à-dire qu'on précise son âge. Et après, en fonction des âges, parce qu'on n'aura pas les mêmes services en fonction des âges. C'est-à-dire que si tu as moins de 45 ans, on ne va pas te proposer le départ en retraite, par exemple. Alors que si tu as plus de 55 ans, oui. Donc, avec l'idée en fonction de ton âge, on va te donner des services. Voilà. Mais on est encore beaucoup sur du contenu. On revient un petit peu sur du contenu. Pour la simple et bonne raison, c'est que la mission qualité de service, la personne qui était responsable part, claque la porte un petit peu, donc du coup la com reprend un petit peu le dessus. Voilà. Donc il y a ce côté. Donc ouais, c'est assez intéressant parce que là, ce qu'on est en train de voir, c'est que il y a eu l'évolution d'un côté du web, on a eu l'évolution des outils technologiques qui nous ont permis d'avoir des sites, et à côté de ça, dans différentes structures, vraiment, on a ce chassé-croisé un peu politique de savoir qui a le plus la main sur ce gros bébé qui est le site web. Là, de ce que tu nous dis, il y a un changement fondamental qui s'opère en fonction est-ce que c'est le marketing, est-ce que c'est la communication, bientôt autre, qui a la main dessus. Si je ne me trompe pas, à ce moment-là, donc alors on est en 2015, la sortie je crois que c'est fin 2015, si je me souviens bien. 2015, là on arrive là, on est en début 2016, il y a donc l'arrivée de nouveaux profils qui rentrent dans ces structures. Alors voilà, il y a beaucoup d'extérieurs, c'est-à-dire que là déjà c'est... alors, ma collègue graphiste, au moment de commencer ce projet, en fait, elle se casse le pied. Alors, elle n'est plus dispo. Et pas de chance.
coup, il faut un graphiste en urgence. Donc, la CNAF fait appel à un prestataire donc, qui va arriver en tant que directeur artistique, qui vient de CGI, puisqu'on a à l'époque un contrat avec CGI qui fournit la demande finalement des besoins de chefs de projet, de développeurs sur tout un tas de projets informatiques internes. Donc voilà, donc lui il arrive là-dessus et il va faire l'interface. D'accord. Et Et à là, comment partir ça de se là, passe il va y avoir pas mal de personnes qui vont arriver, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi une première UX designer qui va arriver, qui va travailler sur un des services sur lequel moi je ne vais pas travailler, parce qu'il commence à y en avoir beaucoup, donc on se dispatche un petit peu les choses. Voilà. Alors, le gros point noir, c'est que tout le monde, enfin, les développeurs en interne sont à Limoges, mais tout le reste de l'équipe est à Paris et moi je suis à Toulouse à distance. Mhm. Et c'est vrai, quand on est tout seul à distance, on a tendance à être un petit peu oublié. Donc ça commence à être un truc un peu charnière où globalement, je continue finalement à intervenir dans le truc, mais il y a de plus en plus cet appel à des prestataires extérieurs qui, eux, sont sur Paris, sont dans les locaux. Et on dit, bah, ouais, c'est facile parce qu'ils sont là. Donc, tout est loin. Voilà. Ouais. Mais Et donc, j'ai toujours, moi, cette connaissance finalement du métier parce que je connais tout l'historique qui date de 2005, donc d'avant, plus l'historique au début 2010. On n'est plus que deux à l'époque à être là depuis le début au sein de l'équipe projet. et donc là, toi, tu es dans l'équipe projet qui a vraiment Du pour site web global. En du fait. site web Donc il y a le global. site web plus les services à tenir. Et donc là, à partir de ce moment-là où tu commences à voir arriver des ergonomes donc de Capgemini ou de CGI, quel est, toi, le service dans lequel tu es rattaché? Je reste toujours au sein de cette entité. Alors, Et toujours j'ai sur Webmaster, enfin Webmaster. j'ai toujours ce titre de Webmaster Designer. Je suis Mhm. la personne qui connaît le mieux le CMS. C'est-à-dire qu'à un Mhm. moment donné, on a eu tendance finalement à me ranger que sur ça. Tu as la connaissance du CMS, j'ai la connaissance du métier, et puis il y a énormément de services. Donc moi, je travaille aussi sur d'autres services qui existent. Mhm. Il y a, il y a pas mal de refontes qui sont faites, de création de nouveaux services. Et je fais, à défaut de pouvoir faire vraiment des tests utilisateurs, j'utilise la matière première qu'on a. Donc là, il y a deux points d'entrée essentiels. C'est que quand le site a été mis en place en 2011, en fait, il y a une outline technique qui a été mise en place. Mhm. Et on vous dira de toute façon dans toutes les entités où il y a un service client, une hotline, ils ont énormément de matière, donc il faut aller les voir parce qu'ils connaissent, ils voient, ils ont l'habitude de voir quels sont les retours fréquents, les erreurs, les irritants, de Mhm. discuter avec eux pour voir quels sont les points d'amélioration. Typiquement, une chose qu'on n'aurait même pas vu de toute façon avec des tests utilisateurs lors de la version de 2011, c'est que les gens s'inscrivaient, devaient recevoir un mail pour confirmer. Et il y avait plein de gens qui appelaient la hotline en disant j'ai pas reçu le mail de confirmation. Et c'était pas dans leur spam. Et en fait, les gens de la hotline avaient accès à tout l'historique qui avait été saisi et nous ont dit Mhm. on se rend compte que, comme c'est des personnes d'un certain âge, il y en a beaucoup, en fait, quand elles saisissent leur mail, elles le saisissent mal. Donc, elles vont mettre orange.fr en oubliant le A, le N, le E. Si elles écrivent Gmail, moi, ça m'arrive des fois quand j'écris Gmail, j'écris Gamil, en fait, j'ai interverti le A et le M. Donc, en Mhm. fait, il y a plein d'erreurs comme ça. Et ça, dans les tests, on ne l'aurait pas vu de toute façon. Ouais. Donc, je dis, on va faire un truc, c'est qu'on va faire une double saisie du mail à l'inscription, sans copier-coller. Alors, il y a plein de littérature que vous trouverez sur le net qui vous diront que c'est une hérésie de faire ce genre de choses. Sauf que dans ce cas-là, c'est très utile. Donc, il y a Mhm. la théorie et après, il y a la pratique. Et globalement, alors ça a pu irriter peut-être des gens qui sont inscrits en disant il faut que je retape mon mail.
Mais le nombre d'appels pour dire harcèlement, il a chuté complètement. C'est-à-dire qu'on était à, je crois que c'est 15 ou 20% des appels, on a chuté à rien, quoi. Oui. Ah oui, c'est quand même impressionnant parce que là, tu Voilà. as Ah un oui, gros c'était un défaut gros utilisateur. pourcentage. C'était vraiment un gros pourcentage. Ils nous ont dit on a énormément d'appels avec ça et il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Voilà. D'accord. Donc Et il y a donc là, voilà, il y a la hotline et puis il y a un autre truc, c'est que les services en ligne qui existent, en fait, quand ils ont été créés en 2005 par les équipes à l'époque qui étaient à Lyon, ils y avaient rattaché des questionnaires de satisfaction. Alors, c'est des questionnaires, les questions du genre vous avez trouvé le service utile, donc note de 1 à 5, vous avez trouvé ce que vous vouliez, vous l'avez trouvé agréable. Donc, ce n'est pas très intéressant. Ça intéressait la com, le marketing, parce qu'ils avaient des notes globales tous les mois. Mais par contre, en fin de formulaire, il y avait un champ libre où les gens s'exprimaient. Et moi, je suis allée récupérer ces trucs-là parce qu'il y avait énormément de matière sur les irritants, avec des points noirs qui revenaient constamment sur des problématiques liées à des services. Donc moi, je faisais remonter ça en disant, voilà, où est-ce qu'on pourrait avoir finalement des points d'amélioration. Sauf qu'après, on est lié, comme je disais tout à l'heure, il y a de la politique, il y a une feuille de route qui est faite, alors qui changeait en plus tous les 3 mois, mais il y a des demandes de la direction de faire tel ou tel service, d'améliorer tel ou tel service, d'en créer un nouveau. Et globalement, il y a des vieux services qui datent de 2005 qui sont toujours en ligne tels quels, ils n'ont jamais changé. Il n'y a jamais eu le temps de les refaire. Voilà. Wow. Bon, pour finir juste cette boucle-là, donc le site a réévolué. Avec un changement de directeur. Changement de directeur, d'accord, qui a Un impacté. changement de directeur et voilà, une nouvelle version. Et là, on part sur quelque chose. Je suis sur du 2019, je ne peux pas remonter plus loin. Non, mais c'est ça, de toute façon, c'est la version actuelle, donc on n'a pas changé. Et en fait, le je suis, je cherche, ça, c'est quelque chose que moi, j'avais proposé en 2012. J'avais dit, on pourrait faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je suis, on dit je suis, voilà, salarié, retraité indépendant. Il faut que tu sélectionnes en haut. Et après, ça va te donner, voilà, tu dis je cherche, demander ma retraite. Et après, ça te donne une page avec des résultats ciblés. Et à l'époque, on ne l'avait pas fait parce que tu peux aller sur le site réel. Aujourd'hui, c'est plus la peine d'aller sur Wayback Machine. La chef de projet à l'époque avait dit ça va être assez compliqué de créer tous les contenus attenants aux différents besoins, donc on ne l'a pas fait. Mais voilà, pour la version 2018, moi, j'ai remis ça sur le tapis et finalement, ça a été mis en place. Et je suis partie après, avant que ça soit mis en production, mais je suis partie en laissant ça finalement. Donc aujourd'hui, l'assurance maladie a des nouveaux directeurs. L'assurance retraite, nouveau directeur, ça évolue, mais bien entendu, il y a des gens qui comme toi, ont vécu plus ou moins des bribes de cette évolution. Et c'est ça qui est super important à comprendre, c'est que nous, on arrive avec une envie de changement, avec tout ce background qui est très important à comprendre en tout cas. Et je pense que au-delà de la discussion qu'on a, nous, aujourd'hui, j'invite tous les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir et prendre connaissance de ces enjeux-là auprès de personnes qui ont vu ces choses se passer, parce que ça vous donne énormément de matière à comprendre comment on en arrive là aujourd'hui, pourquoi tu nous parles d'un deal historique, enfin pas historique, mais d'un deal que vous aviez à la base avec CGI, ce qui fait que les consultants sont arrivés. C'est pareil dans d'autres structures, donc chez Pôle emploi, c'était Capgemini qui dominait le tout, et donc on savait que s'il allait avoir un nouveau projet, il y allait avoir 3-4 consultants de Capgemini qui allaient être injectés. On ne sait pas pourquoi, mais c'est la routine. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont assez classiques, qu'il faut que vous puissiez comprendre, parce que c'est des gens qui vont vous épauler, ou des freins qu'il va y avoir à lever. À l'inverse, après, ça peut être vous qui serez les consultants, finalement. Ça, il faut voir. Hier, ça a été évoqué, l'idée d'être soit en interne, soit effectivement en ESN, c'est le nouveau nom des SS2I. Il y a pas mal de gens qui aiment bien être en ESN parce que ça permet d'avoir une variété de projets.
C'est-à-dire que moi, Ouais. je me souviens, en 2014, je discutais avec une UX designer allemande qui bossait à Londres chez Google. Et je lui disais, moi, ça fait 4 ans que je travaille finalement sur le même écosystème. Elle m'a regardé avec des grands yeux. Ah, 4 ans pour elle, c'était inimaginable de passer autant de temps finalement sur le même produit. Ah ouais. Et pourtant, moi, je suis partie. Je savais qu'il y avait encore énormément de choses à faire. Donc, je serais volontiers restée. Hein, il n'y avait pas de problème. Donc, c'est soit vous avez Mm. envie finalement de pouvoir mener les choses à bien. Alors, au bout, c'est pas au bout parce qu'il y a toujours des choses nouvelles, mais en tout cas, Mm. d'accompagner pendant longtemps, un petit peu comme un bébé, un enfant, vous l'accompagnez. Soit vous êtes juste une nounou de passage, je dirais, et vous allez aller Mm. sur des projets en étant en ESN ou en étant indépendant, pourquoi pas. Et puis vous allez passer, je sais pas, quelques jours, 6 mois, un an, peut-être 2, sur des projets et vous pourrez changer de manière beaucoup plus fréquente. Ouais. Ça, c'est un Ouais, choix de carrière. Et après, vous pouvez passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites j'en ai marre des ESN, je veux quelque chose de plus Mhm. long, ou l'inverse. Donc, vous n'avez pas une carrière fixe. Ça, c'est ce qu'il faut vous dire aussi. Vous risquez finalement de faire beaucoup de changements au sein de votre carrière, des Mm. spécialisations qui vont arriver. Hier, avec d'autres UX designers, on a parlé de tout ce qui était le content design, UX writing, qui est quelque chose qui émerge là, depuis à peu près 2-3 ans. On n'en parlait pas trop avant, même si c'est quand même quelque chose de primordial, la partie contenu finalement des services numériques. Mais on peut envisager que voilà, dans 2 ans, dans 5 ans, il y ait des nouveaux métiers émergents. Il y aura peut-être des Mm. expertises en mix cybersécurité, typiquement tout ce qui est les interfaces vocales. Aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose sur les interfaces vocales, mais avec tous les assistants vocaux, il peut y avoir vraiment des choses dédiées. Donc, vous ne pouvez pas savoir finalement aujourd'hui quelle sera votre carrière. Ouais, clairement, c'est très important d'avoir ça en tête. On en parlait hier aussi avec Robin qui était en ESN et qui, au bout d'un moment, s'est dit, bah, ok, ce projet-là, je vais me mettre pour challenge de rester et d'accompagner un peu l'évolution des mentalités parce que j'ai envie d'avoir ce challenge-là à ce moment dans ma carrière. Et donc, ce que j'aime bien dans ce que tu nous racontes aussi, c'est bah, on peut rester en interne et en fait, l'évolution bah, du top management, du directeur, va nous amener au final à avoir une réorientation de carrière dans la même boîte, puisque bah, c'est plus telle équipe qui est en lead sur le projet, par exemple, du site web, c'est une autre équipe, et donc votre métier, enfin, votre liberté change, en bien ou en mal, mais voilà, c'est une vraie évolution. Alors pour l'historique, c'est qu'il y a, moi, au moment où je partais, il y avait une réorganisation complète de toute la DSI et la direction de la maîtrise d'ouvrage qui ont fusionné. La directrice maîtrise d'ouvrage est devenue directrice de tout et elle a notamment créé un pôle numérique. C'est le directeur artistique de CGI qui était là en prestataire qui est devenu responsable de ça. Et il y a, je crois, maintenant au moins 3 UX designers en interne, plus voilà, d'autres métiers. Ils ont créé un design system. Ok, bah, très intéressant, on va aller regarder ça, on vous passera quelques liens sur, encore une fois, hein, sur le Discord de Donut Panic. Je vois le temps qui tourne et il y a un autre sujet très intéressant qu'on devait échanger ensemble. Donc là, tout ce volet de ta carrière et de ta vie sur la CNAV, enfin, c'était vraiment génial la manière dont on est rentré dans ce sujet-là. Il y a un autre dada qui est le tien, c'est les entreprises de logiciels libres sur Alors, c'est lequel le logiciel libre de manière générale, parce que ce n'est le pas logiciel forcément des libre. entreprises. Voilà. Et oui, c'est pas forcément des entreprises, c'est vrai. Bah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi c'est quelque chose qui bah, te tient à cœur et que tu voulais aussi exprimer un petit peu autour de cette thématique? Alors oui, alors le logiciel libre, je suis rentrée dedans complètement par hasard. C'est moi en organisant finalement des afterworks sur Toulouse, notamment des apéros web. En 2011, j'ai fait connaissance avec des gens qui gravitaient dans ce milieu. Alors Mhm. le logiciel libre, en fait, quand vous utilisez le logiciel, c'est soit ils sont propriétaires. Alors, par exemple, Windows ou Mac, les OS Mac sont des logiciels propriétaires, c'est-à-dire qu'ils sont faits par des entreprises et le code est protégé, vous ne pouvez pas aller dedans, vous ne pouvez pas le manipuler, vous ne pouvez pas le revendre, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas le consulter. Et à l'inverse, les logiciels libres, l'idée c'est de pouvoir utiliser ce logiciel sans contrainte
euh, de pouvoir étudier son contenu, de pouvoir le redistribuer sans contrainte aussi, et de pouvoir aussi le modifier. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un logiciel libre tel qu'il existe et dire, moi, je vais faire des améliorations. Donc, soit vous pouvez participer finalement aux améliorations, soit vous pouvez faire ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire que vous partez sur une version différente avec vos propres améliorations dans votre coin. C'est un milieu où il y a beaucoup de développeurs, d'administrateurs système. C'est un milieu très, très... c'est caricatural, hein, c'est le milieu vraiment barbu, nerd. Donc, c'est des gens qui travaillent beaucoup voilà, avec des interfaces très, très rustiques, en ligne de commande. Pour beaucoup, les interfaces graphiques, c'est le mal absolu. C'est-à-dire qu'ils travaillent en ligne de commande, c'est leur habitude de travail. Alors, il y a beaucoup de logiciels libres qui sont à destination de ces publics-là ou des entités informatiques. Je pense notamment dans les grosses entreprises, tout ce qui va faire la gestion des serveurs. Ça va être une distribution Linux qui s'appelle Red Hat. Mais après, il y a des logiciels qui ont pour vocation d'être plus grand public. Si vous n'avez pas la possibilité de payer une licence Office Microsoft, il y a des équivalents libres, notamment qui s'appellent LibreOffice, que vous pouvez installer. Et LibreOffice, c'est pour le grand public, donc il faut finalement que ça puisse plaire au grand public. Parce qu'il y a aussi toute une culture autour du logiciel libre. On parlait tout à l'heure des problématiques de vie privée, qui est cette dichotomie entre, d'un côté, voilà, des logiciels qu'on dit privateurs, qui finalement, soit on ne sait pas ce qu'ils font, c'est des boîtes noires, soit voilà, après, c'est finalement, ils récoltent toutes vos données personnelles pour en faire des choses... je ne sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, on a vu avec tous les scandales, Cambridge Analytica et autres. Et puis de l'autre, il y a voilà, le logiciel libre qui se veut quelque chose d'ouvert, où n'importe qui, alors qui a quand même les compétences, peut aller vérifier que ce n'est pas un logiciel malveillant, et sur lequel beaucoup de gens, n'importe qui, normalement, peut intervenir pour apporter de l'aide, contribuer dessus. Alors, l'essentiel des contributeurs aujourd'hui, c'est sûr que ça va être la contribution technique. Donc, c'est des milieux où il reste beaucoup entre développeurs, entre tech, et où finalement la partie utilisateur, elle est encore pas très, très développée, pas très bienvenue. Il y a ceux qui ne veulent pas, il y a fondamentalement des équipes qui disent on s'en fout. Et puis il y en a d'autres qui ne savent pas finalement comment faire intervenir des designers, ou même des graphistes, ou n'importe quoi. Parce que généralement leur mode de fonctionnement c'est de dire on a commencé à faire quelque chose. Alors souvent quand ils font des petits projets ils font ça pour eux, puis après ils passent ça aux copains et puis ça peut partir comme ça en toile d'araignée et être utilisé dans le monde entier par beaucoup de gens. Mais souvent il y a un logiciel de base et après les zones d'amélioration elles se font ce que j'appelle à coup de ticket sur GitHub, sur GitLab. Donc si on arrive et on dit il faut améliorer tel point, tel point, tel point. Et, je peux comparer ça avec une maison. C'est le développeur a fait la maison, puis vous arrivez, vous dites on va faire, faut mettre une nouvelle prise dans la chambre, il faut changer l'ampoule des toilettes, il faut repeindre l'escalier. Sauf qu'en tant que designer, généralement quand vous arrivez, vous regardez puis vous dites faut refaire la maison. Et ça c'est difficile finalement à gérer à coup de ticket, c'est pas possible. On peut pas faire des rustines comme ça. Et c'est difficilement entendable aussi pour eux parce que pour beaucoup, ce développement logiciel libre, c'est quelque chose qu'ils font sur leur temps libre. Donc, c'est vraiment des projets qui sont faits à côté, en plus de leur travail. Donc, il faut trouver un petit compromis. Mais il y a pas mal de choses finalement à faire si on veut que le grand public finisse par adopter de plus en plus ces logiciels qui sont respectueux de la vie privée, et qui sont améliorables, je dirais, par potentiellement n'importe qui. Alors, j'ai un truc qui a mon passé. C'est deux personnes que je connais qui sont aussi designers, qui sont aussi beaucoup dans le logiciel libre, et qui ont eu ce problème de comment je contribue finalement à tous ces logiciels. Et elles ont créé ce site qui s'appelle Contribule,
où on va arriver, on va avoir soit c'est j'ai un projet et j'ai besoin d'aide, ou c'est je veux aider sur des thématiques assez variées. Alors ça peut être du graphisme, du design, mais aussi de la documentation, de la traduction. Si tu vas sur je peux contribuer, voilà. Donc tu as des projets qui proposent comme ça par défaut, qui sont des projets connus comme Common Voice ou, logiciel, ou Cuisine Libre. Et après, voilà, il y a des projets qui sont proposés. Elles filtrent en amont finalement les demandes pour pas qu'il y ait n'importe quoi. Mais voilà, si vous avez envie de contribuer, vous pouvez aller sur ce site et vous allez voir les projets en cours et pouvoir donner un coup de main finalement à des personnes qui travaillent dans le milieu de logiciel libre. Alors, il y en a qui veulent beaucoup de choses, il y en a qui ne veulent pas grand-chose. Mhm. Voilà. C'est génial. On est sans cesse en train de discuter d'expériences à avoir. Et là-dessus, je pense que là, on se retrouve sur certaines valeurs. Et non, c'est très Ah bah, intéressant. clairement, N'hésitez là, pas. ça va avec les trucs de l'éthique. Alors, si vous voulez vraiment faire le plus simple, il y a Common Voice qui est tout en haut du site, là. Qui est voilà, celui-là. Ça, c'est un projet de chez Mozilla qui travaille finalement sur les assistants vocaux, sur la compréhension des voix. Et pour éviter que finalement ce soit toujours les mêmes personnes qui parlent, l'idée c'est d'aller s'enregistrer, c'est-à-dire qu'on a des bouts de texte et on enregistre. Et c'est pour avoir vraiment une diversité vocale au sein de leur bibliothèque pour derrière les IA, enfin en tout cas la compréhension des assistants vocaux derrière. Pour pas qu'il y ait, Mhm. qu'on ait tous les accents de, je sais pas, de France et de Navarre. Hein. Là, des personnes qui ont peut-être des difficultés d'élocution, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Pour qu'il y ait cette diversité. Ça, c'est le truc. Alors franchement, c'est le plus basique, le plus simple à faire. Si Ouais. vous allez, vous enregistrez, hop, et vous en faites un, vous en faites 50, suivant votre... Mhm. voilà, vous avez 2 minutes de C'est temps libre, vous génial, pouvez ça. faire ça. Ouais. Bon, on va pas quitter ça sans en faire un petit, alors. Hop, autorisant. C'est l'un des axes de communication les plus actifs du pays. Voilà. Voilà, tu as la phrase suivante. C'est facile. Génial. Ouais, en tout cas, ouais, n'hésitez pas à aller voir. Je pense qu'amélioration des interfaces, vous allez pouvoir vous amuser à regarder ces annonces-là et on va creuser ça, en tout cas. Voilà. C'est top, En tout cas, merci. dans les entreprises de logiciels libres, alors qui sont assimilés, donc voilà, Wikipédia, Mozilla, que ce soit Red Hat ou Ubuntu ou autre, il y a de plus en plus de designers et assimilés qui sont en interne. Donc il y a une vraie prise en compte, en tout cas pour ces sociétés. Ouais. Mais comme tu dis, il y a cette logique, vu que c'est des développeurs, des gens de la tech, fonctionner en tickets, c'est très important. Donc, on en revient un petit peu à ce qu'on avait aussi entendu cette semaine. N'arrivez pas forcément avec le plan total du changement que vous voulez poser, mais plutôt quelles vont être les premières étapes, les premières briques, et commencer tranquillement à lancer Mm. cette dynamique pour arriver à son terme. Et c'est vrai ce que tu dis, hein, le logiciel libre, alors qu'on est sur peut-être des années et des années de construction. Donc, vraiment, je pense que la métaphore que tu disais d'une maison est très vraie. C'est dur de se dire on casse tout, alors que depuis des années, on construit à faire que cette C'est maison ça. soit de plus en plus haute, de plus en plus grande. Donc, ouais, il y a cette première étape, des fois, qui est intéressant à faire pour avoir du changement, c'est de dire bon, bah, ok, bah, qu'est-ce qu'on supprime pour garder un cœur de maison qui tient, mais il y a des choses qu'on doit supprimer, ce qui n'est pas forcément la mécanique habituelle dans le monde de la tech. On rajoute souvent plein de trucs. Donc Et c'est vrai que voilà, ces petits projets, ça peut être aussi quelque chose d'assez utile si pour des étudiants qui sortent, qui n'ont pas encore grand-chose à montrer, et en attendant qu'ils trouvent un boulot, ça peut être hmm, voilà, quelque chose que vous faites, que vous pouvez mettre dans votre portfolio. C'est ouais, important d'avoir votre portfolio. hmm, Moi, je suis passée des grave. années sans en avoir un, parce que j'en ai pas besoin, et quand il a fallu que j'en fasse un, il fallait que je recherche partout des vieilles archives, et c'était un petit peu... Ouais. Ah ouais, gardez bien tout ça de côté et puis formalisez-le. Ça, c'est le conseil que je vous donne, c'est garder tout. En fait, Hmm, gardez tous vos livrables, tous vos projets, même ceux que vous trouvez moches, même ceux sur lesquels vous êtes pris de chou, ceux sur lesquels ça s'est mal passé. Gardez tout en archive. Ça vous permettra voilà, de construire votre portfolio au fur et à mesure.
Ça vous permettra aussi à des moments où vous serez un petit peu dans le doute, de regarder en arrière, de regarder ce que vous avez fait. De dire, finalement, j'ai peut-être fait plus de trucs que je ne pensais. De voir aussi votre évolution entre ce que vous avez fait il y a 5 ans et la façon dont vous allez l'aborder aujourd'hui, qui va être sans doute différente. Vous dire, ouais, c'est vrai, j'y arrive mieux aujourd'hui. C'est plus facile. J'ai moins de mal. J'ai de la maturité là-dessus. Voilà. Ouais. Ok, c'est vrai, très intéressant. On va peut-être faire une toute petite pause dans toute cette explication et vous laisser la place à quelques questions. On a parlé de plein de sujets. On a parlé donc de la CNAV, des logiciels libres. On a parlé donc de ce rôle en tant que UX designer qui a été modelé au fur et à mesure des années, cette compréhension que vous avez et qui est nécessaire de l'historique de votre entreprise. Fort de ton expérience, je pense que si vous êtes dans des situations et des entreprises à peu près similaires, Océane, ça pourrait peut-être être intéressant que tu nous expliques un petit peu plus la similarité que tu avais dans ta boîte pour partager aussi un peu cette vision-là. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Nathalie est là pour y répondre. Et je ne sais pas, Océane, si ça te dit déjà d'entamer un peu les hostilités. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Moi, ma boîte, c'est une start-up, donc c'est pas du tout le même environnement, mais je sais que on avait aussi des petits soucis comme ça qu'on n'avait pas forcément prévus sur les maquettes, mais qui, in fine, on s'est retrouvé avec énormément de problèmes de formatage, d'utilisation du site qu'on n'avait pas forcément prévu. Et du coup, c'était vraiment histoire de trouver des solutions pour arriver un peu en amont et arriver à contourner ce genre de problème s'il y avait eu d'autres, par exemple, si vous aviez trouvé d'autres solutions pour éviter les problèmes d'utilisation du site qu'on n'avait pas forcément prévu, quoi. On ne peut pas toujours tout prévoir. Ça, de toute façon, il faut être clair. L'exemple que je donnais tout à l'heure, je pense que même si on avait fait des tests, on ne l'aurait pas vu, ce problème de saisie du mail. Peut-être qu'une personne l'aurait fait et on n'aurait pas pensé que derrière, ça allait concerner 1% de la population qui allait s'inscrire. Donc, il y a des choses qu'on prévoit en amont, clairement. Il y a le savoir-faire qui joue. C'est-à-dire qu'avec le temps, votre savoir-faire sur la construction des interfaces, il va s'affiner. Il y a les retours utilisateurs, il y a les méthodologies de mise en place, il y a le feeling aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut aussi savoir contourner finalement les méthodes et dire ça, non, on ne va pas le faire, c'est pas la peine, ou ça, on passe outre. Et puis, il y aura toujours finalement une partie qui ne sera pas prise en compte parce que les utilisateurs sont ce qu'ils sont et que des fois, ils utilisent des trucs de manière assez inattendue. Et on ne peut pas vraiment tout prévoir, ça, c'est pas possible. Ouais, très important d'avoir. Donc là, le formatage du mail, j'ai l'impression que c'est parce que c'est au niveau du développement. Vous n'avez pas. Moi, tel que je lis, j'ai l'impression que si le développement n'a pas prévu certaines formes de nouveaux mails. Par exemple, j'ai un compte mail, c'est en point email. Il y a des sites qui ne le veulent pas parce que pour eux, c'est une extension qui n'existe pas. Ah, d'accord. Voilà. Et je sais qu'il j'ai beaucoup d'amis qui sont développeurs et qui utilisent la notion du plus. C'est-à-dire que quand on a un nom de domaine propre, donc on va dire, par exemple, c'est nathalie@moi.com, et je peux faire Nathalie plus quelque chose. Les serveurs savent le rediriger vers soi, mais il y a plein de sites qui n'acceptent pas ce plus. Ça, pourtant, c'est des pratiques assez anciennes, hein, ça fait partie des réglementations d'implémentation, mais voilà. Oh, super, merci. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite nous faire un retour d'expérience par rapport à tout ce qu'on a entendu ou une petite question? Sinon, j'ai envie de revenir sur l'anecdote. Moi, j'avais une question pour Nathalie. Oui. Nathalie, est-ce que tu penses que tu pourrais nous donner peut-être quelques conseils pour survivre dans un environnement politisé? Toi qui as des années d'expérience, alors je sais que ce n'est pas forcément facile de conseiller parce que ça dépend extrêmement de tout ça. Mais peut-être 2-3 choses que tu as retenues et que tu aimerais pouvoir partager. Et parce que je sais que je fais pas mal d'erreurs. Alors, moi, j'avais des très bonnes relations avec le reste de mon équipe.
C'est-à-dire que comme on était il y avait des gens sur Paris, sur Limoges, on se voyait régulièrement. Donc, on passait 2 jours sur Paris, on allait bouffer ensemble. Donc, garder en fait une bonne humeur, garder son sang-froid. Parce que ça, c'est un truc, évidemment. Il y a eu des moments où j'ai perdu mon sang-froid, je dois dire, parce que quand on explique un truc et qu'on réexplique 5 fois, 10 fois et que ça ne rentre pas toujours, c'est jamais facile. L'idée, c'est de faire beaucoup plus de démonstrations. Peut-être ce que moi j'ai fait, c'est d'arriver avec des choses visuelles pour montrer ce que vous voulez faire. Ça, j'ai expliqué ça il n'y a pas longtemps à quelqu'un. Je dis il faut arriver avec des jolis PowerPoint. Alors bien, mais les PowerPoint, c'est long. Je dis non, mais l'idée, c'est de faire une présentation. Vous n'êtes pas obligé de faire un PowerPoint de 50 pages. Ça peut être quelque chose de 2-3 pages, assez visuel, qui va montrer finalement les points clés, les irritants, les améliorations possibles, donc avec des graphes, des choses comme ça. Et donc, de rester toujours très, très pédagogique. Et de ne pas péter un plomb quand en face, effectivement, vous avez des gens qui sont malheureusement chefs au-dessus de vous et qui prennent des décisions alors qu'ils ne connaissent absolument rien sur votre domaine. Et ça, c'est vrai que c'est le plus frustrant la plupart du temps. Vas-y, Océane. Oui, je suis désolée, j'ai une autre question. Comment vous faites justement pour gérer des personnalités qui sont, qui sont un peu délicates, un peu dans la contradiction et qui ont envie de dire noir quand vous dites blanc et qui sont aussi au-dessus de vous hiérarchiquement? Ça, c'est de l'apprentissage. Moi, alors je l'ai fait tard, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, en fait, une formation sur l'assertivité, justement, gérer les personnes toxiques, passives, agressives. Si on ne sait pas, oui, il faut aller trouver de la littérature ou avoir une formation sur le sujet. J'ai globalement pas toujours réussi. Je n'ai pas d'autres là, j'ai vraiment pas d'autres conseils à vous donner. Malheureusement c'est comme ça. C'est à voir. J'avais donné le conseil une fois à une personne qui était dans un environnement identique là, il n'y a pas très très longtemps. Je lui ai dit vraiment, mais si tu es toute seule à faire là aujourd'hui et que tu es face à toi, tu n'as pas de soutien, notamment de la part de personnes haut placées dans la hiérarchie, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller voir ailleurs. C'est de ne pas rester. En fait. Ça, c'est si vraiment l'environnement il est trop toxique, n'insistez pas. Même si le projet vous intéresse. Moi, ça a été l'erreur que j'ai faite, mais en même temps, je n'avais pas le choix. Parce que trouver un poste UX designer sur Toulouse en 2014, ce n'est pas la peine. Il n'y en avait pas beaucoup. Il fallait revenir sur Paris impérativement. Donc, il n'y avait rien. Donc, je suis restée un petit peu par défaut, mais aussi parce qu'à chaque fois, il y avait un nouveau finalement truc qui arrivait sur le tapis et qui me permettait de me dire il y a quand même des choses intéressantes à faire. Mais le conseil que je donnerais aujourd'hui, c'est restez pas. Il y a pas mal d'opportunités ailleurs, donc c'est pas la peine d'y laisser votre santé. Ça marche, merci beaucoup. Utilisez votre CPF pour aller faire ce type de formation. Oui, voilà. Et puis aujourd'hui, pas mal. Il y a plus d'opportunités. Et finalement, le Covid a tellement boosté le remote aujourd'hui qu'il y a plus de possibilités qu'il n'y avait pas, effectivement, moi, à l'époque. Oui, effectivement. Et puis on en parle plus simplement maintenant. Oui. Avant de se laisser, quand on avait échangé ensemble, tu avais parlé d'une petite expérience autour de l'éthique en 2003 avec L'Oréal, je crois. Ou avec, Oui. est-ce qu'on pourrait finir sur cette anecdote? Oui, c'est ça. C'est que en 2003, j'ai eu un entretien à l'époque avec une agence web à Paris. J'étais à Paris, une start-up. Donc, c'était au moment où tout allait se casser la gueule. Et donc, j'ai cet entretien dans cette agence. Donc, c'était un chef de projet web. Il fallait bosser. C'était la création de, je cite, un site web communautaire bar à shampoing pour Garnier, donc une sous-marque de L'Oréal. Donc déjà, quand il m'a sorti ça, ça me parlait pas. Enfin, il y a peut-être des gens ici, ça leur parle.
moi, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire de ce truc? Et globalement, c'était... il m'explique qu'à un moment donné, il me dit, bon, imaginons, on est à 2 jours du lancement et le directeur de marketing de Garnier vous dit, non mais là, le site, ça ne va pas du tout, j'aime pas les couleurs, il est hors de question qu'on lance comme ça. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? Et là, en fait, je n'ai toujours pas la réponse, hein, je ne sais pas. Enfin, je me dis que c'est parce qu'on a raté en amont et qu'il n'y a pas eu de suivi constant avec le client, mais sur le coup, je n'ai pas la réponse. Enfin, je dis, dans ce cas, on retarde la sortie, et je lui ai dit qu'il va y avoir un surcoût. Il me fait, vous ne pouvez pas dire ça à L'Oréal. Et en fait, je suis sortie de ça en disant, plus jamais je ne passerai un entretien dans une agence web ou une agence de com. Ou une agence de pub, enfin en tout cas. Et c'est ce qui m'a vraiment boosté à aller chercher des jobs dans des endroits où il y a du sens. Donc même si au niveau de la CNAF c'était compliqué, au moins ça a du sens parce que c'est un service public. Voilà. Je ne voulais pas servir de défouloir un directeur marketing chez L'Oréal. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci pour ce retour d'expérience le plus large possible. En tout cas, ces derniers exemples en disent long aussi sur ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu aimes ces environnements-là. Et merci de nous avoir fait découvrir toute la CNAB. Je pense que la passion n'était pas naissante pour tout le monde à la base, mais qu'on a plongé avec toi sur toute cette évolution qui nous en a fait prendre conscience quand même pas mal sur l'évolution de notre métier. Et les logiciels libres aussi qui sont une porte qu'on n'exploite pas forcément, nous, en tant que UX designer, mais vraiment aller sur Contribule. Même moi, je pense qu'avec Quentin, on va se prêter un peu au jeu parce que c'est des choses qui, nous, en tant que designer, on sait qu'on peut s'investir dans la bonne cause de plein de manières différentes. Et ça, c'est peut-être une manière qui nous est un peu unique. Donc ouais, voilà, très bonne n'hésitez pas. initiative. Yes, merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Si vous avez alors plein de questions, si vous avez des retours à faire, juste même un petit merci, ça fait toujours du bien. Je suis sur le Discord. C'est ça. Nathalie est sur le Discord et elle est là. Et allez voir. À la rubrique éléphant. À la rubrique éléphant, mais tu as été assez active dans les topics You Had One Job qui montrent. Oui, parce que j'adore, je les collectionne. Je collectionne, effectivement. J'ai une énorme collection d'écrans, de ratés, parce que c'est très intéressant à voir et puis à montrer, finalement. Ouais, j'adore aussi, en tout cas, nous donner des petites perles et on va suivre en tout cas tout ça attentivement. Merci encore une fois, Nathalie. Merci, Quentin. Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir été actifs aussi avec nous. Et on va s'arrêter là pour cet Horizon UX. Nous, on va se retrouver cet après-midi pour un workshop sur le design inclusif. Et demain, on se retrouve pour une journée de présentation des travaux des étudiants. Les 5 groupes ont créé des ateliers qui permettent de partager les valeurs qui font cœur vraiment dans leur métier, ou alors d'aller creuser les valeurs du projet qui seront à conserver dans toute la continuité du projet. Donc, je vous invite vraiment à checker ça demain. Et peut-être que tu seras avec nous, Nathalie. En tout cas, tu seras vraiment là. Sans doute, oui. Génial. On se retrouve demain à 14h. Voilà. Et d'ici là, bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi à vous. Ciao, Merci beaucoup, Nathalie. Au revoir. Au revoir.